La Perse, connue aujourd'hui sous le nom d'Iran, fut l'une des civilisations les plus influentes et durables de l'histoire. Bien avant la fondation de Rome ou des grands empires européens, la Perse était déjà une puissance qui façonnait le destin du monde antique. Située stratégiquement entre l'Europe et l'Asie, elle devint un centre essentiel du commerce, du savoir et de la culture. Cyrus le Grand fonda l'empire achéménide au VIe siècle avant notre ère. J.C., créant un modèle de gouvernement fondé sur la tolérance et la justice. Son successeur Darius Ier mena l'empire à son expansion maximale de l'Égypte jusqu'à l'Inde et mit en place une administration si avancée qu'elle inspira les civilisations ultérieures. Xerxès Ier, son fils, fut le protagoniste des légendaires guerres médiques contre la Grèce, avec des batailles épiques telles que Marathon, les Thermopyles et Salamine. Plus tard, Alexandre le Grand mit fin à la puissance perse avec la chute de Darius III, mais l'esprit de la Perse survécut. Il renaîtrait sous les Parthes et les Sassanides, affrontant Rome dans des guerres qui définiraient l'équilibre des pouvoirs du monde antique. C'est l'histoire de l'Empire perse. Les origines de la Perse, la naissance d'un empire. Au cœur du plateau iranien, entre des montagnes qui semblent surgir du feu et des déserts qui s'étendent comme des mers sans fin, naquit l'un des peuples les plus puissants et durables de l'histoire, les Perses. Avant que leur nom ne devienne synonyme d'empire et de grandeur, cette terre était un mosaïque de tribus, de cultures et de langues qui coexistaient dans une tension constante entre la survie et l'ambition. Les racines de la Perse plongent profondément dans les origines mêmes des peuples indo-européens, ceux qui, il y a plus de 4000 ans, commencèrent à migrer depuis les steppes au nord de la mer Caspienne vers les régions fertiles du sud et de l'ouest. Le plateau iranien devint un point de rencontre entre civilisations. À l'est, les peuples de Bactriane et de Sogdiane dominaient les vallées de l'Asie centrale. À l'ouest, les Élamites avaient fondé de puissants royaumes dans la plaine de Suse et d'Anshan. Au nord, les Mèdes étendaient leur influence sur les montagnes de la Médie. À ce carrefour naquit l'identité perse. Les anciens textes assyriens mentionnaient déjà vers le IXe siècle avant notre ère. J.C., deux peuples distincts, les Madas ou Mèdes et les Parsa ou Perses, qui habitaient les régions montagneuses du sud-ouest de l'Iran. Ces clans, organisés en communautés pastorales et guerrières, partageaient langue, religion et coutumes, mais non un pouvoir centralisé. Les Mèdes furent les premiers à construire une structure politique identifiable. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, J.C., sous la pression des Assyriens, ils unifièrent leurs tribus sous la direction d'un roi légendaire, Dégocès. Selon Hérodote, Dégocès fut un juge sage qui établit la justice parmi les tribus et fonda la ville d'Ecbatane, la future capitale de la Médie. Bien que sa figure oscille entre mythe et histoire, elle représente la naissance du premier royaume iranien organisé, un antécédent direct du futur empire perse. Son successeur, Phraaorthès, étendit le pouvoir mède et combattit les Assyriens, mais fut vaincu. Son fils, Iaxaré, réforma l'armée et accomplit ce que son père n'avait pu. Avec les Babyloniens, il détruisit l'empire assyrien en 612 avant notre ère, J.C. marquant la fin de l'une des plus anciennes civilisations de Mésopotamie. Tandis que les Mèdes consolidaient leur pouvoir au nord, les Perses habitèrent la région de Persis, l'actuelle Fars, au sud. Ils étaient vassaux de la Médie, mais leur indépendance grandissait avec le temps. Leur première dynastie connue, celle des Achéménides, tira son nom d'un noble appelé Achéménès, considéré comme l'ancêtre mythique des rois perses. Bien que peu de choses soient connues de lui, sa lignée deviendrait la colonne vertébrale du futur empire. De sa descendance naquit Thespès, qui régna à Anshan et entretint une relation ambiguë avec les Mèdes, subordination politique mais autonomie culturelle. Le contact constant avec les peuples mésopotamiens permit aux Perses d'assimiler des connaissances administratives, l'écriture et des techniques agricoles. Les Lames, civilisation bien plus ancienne que la Perse, leur transmit l'idée de la royauté sacrée et de l'usage de l'architecture monumentale comme expression du pouvoir. Ainsi, lorsque plus tard la Perse s'étendit, elle le fit non seulement par la force militaire, mais aussi grâce à une profonde compréhension de l'organisation sociale et de la diplomatie. Vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, J.C., l'équilibre sur le plateau iranien commença à changer. La Médie s'était transformée en un empire vaste mais faible,
miné par la noblesse et la méfiance interne. À ses frontières, les Babyloniens et les Lydiens observaient avec attention. Dans ce contexte, un prince perse descendant de Théspès lança une révolution qui allait changer l'histoire. Cyrus II, plus tard appelé le Grand. Mais avant son ascension, la Perse était un peuple marginal, guerrier et austère. Les Perses s'organisaient en clans, adoraient des divinités de la nature et pratiquaient des rites de feu et de pureté, éléments qui allaient plus tard former la base du zoroastrisme. Le territoire perse était dur et exigeant. Les montagnes du Zagros séparaient les plaines fertiles de Mésopotamie de l'intérieur aride de l'Iran. La survie dépendait de la mobilité, de l'élevage et de la guerre. Les caravanes traversaient les vallées en transportant métaux, chevaux, laine et pierres précieuses. Cet échange constant forgea chez les Perses un esprit pragmatique et adaptable. Ils savaient négocier, mais aussi combattre. Cette dualité entre diplomatie et violence serait la marque de leur futur empire. L'archéologie moderne a révélé que bien avant Cyrus existaient déjà des centres administratifs perses dotés de structures avancées. À Anshan, des inscriptions en écriture élamite et akkadienne montrent l'intégration de divers éléments culturels. Dans ces tablettes, les Perses apparaissent comme les héritiers d'un ordre ancien, mais aussi comme une force nouvelle cherchant à définir son identité. L'idée d'un destin impérial commença à germer là, dans les vallées où se mêlaient les langues des marchands, des soldats et des prêtres. Lorsque les scribes de Babylone enregistrèrent pour la première fois le nom de Cyrus sur leurs tablettes, ils ne savaient pas que ce roi provenait d'une terre petite et rude, mais destinée à forger le premier empire véritablement mondial. La Perse naissait du désert, du fer et du feu, mais aussi de l'idéal d'ordre, de justice et d'unité qui allait transformer l'Asie ancienne en un seul monde. Là, entre les ombres du passé mède et l'éclat d'un nouveau pouvoir, commençait l'ère perse. Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire. Aucun nom ne résonne avec autant de force dans les fondations de la Perse que celui de Cyrus II, connu des Grecs sous le nom de Kyros ho Mégas, Cyrus le Grand. Sa figure émerge à une époque d'incertitude et de transition lorsque les Mèdes dominaient le plateau iranien, mais que leur pouvoir commençait à s'effriter. Les Perses, jusque-là vassaux, voyaient en ce jeune prince l'opportunité d'un changement radical. Cyrus n'a pas seulement unifié son peuple, il a donné naissance au premier empire véritablement multiculturel de l'histoire. Cyrus est né vers 600 avant notre ère. J.C. à Anshan, fils de Cambyse Ier et descendant de Théspès, héritier de la dynastie achéménide. Dès son plus jeune âge, il a été éduqué dans la discipline du combat, l'administration tribale et les traditions religieuses vénérant Ahura Mazda, le dieu suprême. Hérodote raconte une version légendaire de son origine. Le roi Mède Astiage, son grand-père maternel, aurait rêvé que sa fille donnerait naissance à un enfant destiné à le renverser. Craignant la prophétie, il ordonna de tuer le nouveau-né, mais l'enfant fut sauvé et élevé en secret par des bergers jusqu'à ce que le destin le ramène devant son grand-père. Bien que le récit ait des accents mythiques, il reflète la perception de Cyrus comme un élu destiné à fonder un nouvel ordre. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, Cyrus hérita du petit royaume de Perse. Officiellement, il restait vassal de Médie, mais son ambition était plus grande que celle de tout roi perse précédent. Il entreprit un processus d'unification interne, consolidant le soutien des tribus du Sud et établissant une armée disciplinée. Son leadership charismatique et sa réputation de justice lui gagnèrent des fidélités même au-delà de ses frontières. 550 Avenue. J.C. La rébellion contre Astiage éclata. Les armées mèdes marchèrent vers le sud, mais beaucoup de leurs commandants, fatigués du vieux roi, désertèrent et rejoignirent Cyrus. La bataille décisive eut lieu près d'Ecbatane. Astiage fut vaincu, capturé et gracié. Ce geste marqua le début d'une politique qui distinguerait le nouvel empire, la clémence. Avec la chute de la Médie, Cyrus unit pour la première fois Mèdes et Perses sous une même bannière. Au lieu de détruire le royaume conquis, il l'intégra dans sa structure. Ecbatane devint l'une des capitales impériales et de nombreux nobles Mèdes occupèrent de hauts postes administratifs. La stratégie était claire, maintenir la continuité du pouvoir et additionner les volontés, pas les anéantir. Dès lors, l'empire perse s'étendrait non seulement par l'épée, mais par la diplomatie et la tolérance.
L'objectif suivant fut le royaume de Lydie, en Asie mineure, gouverné par le légendaire Crésus, célèbre pour sa richesse et ses oracles. La Lydie était un centre de commerce et de culture, où les routes de la mer Égée et de l'Orient se croisaient. Phiraondraphirtios Ju avenue. JC, Cyrus marcha vers l'ouest avec une armée renforcée par des Mèdes et des Perses. Les sources grecques racontent que Crésus, confiant en sa fortune, consulta l'oracle de Delphes avant de commencer la guerre. L'oracle répondit de manière ambiguë « Si tu traverses le fleuve Alice, tu détruiras un grand empire ». Crésus interpréta la phrase en sa faveur. Mais l'empire qui serait détruit ne fut pas celui de Cyrus, mais le sien. Les batailles furent intenses. Crésus employa des chars et des mercenaires grecs, mais Cyrus utilisa une tactique audacieuse, des formations flexibles d'infanterie légère et de cavalerie mobile, idéales pour les terrains d'Anatolie. Après la victoire à Ptéria, Crésus se replia sur sa capitale, Sardès, où il croyait que la guerre était terminée. Cependant, Cyrus le suivit immédiatement et assiégea la ville. Selon Xénophon, il utilisa des chameaux pour désorganiser les chevaux lydiens, qui craignaient leur odeur. En quelques jours, Sardès tomba. Crésus fut capturé et de nouveau Cyrus lui pardonna la vie. La domination de la Lydie ouvrit les portes de la mer Égée à la Perse. Les cités grecques d'Asie mineure, comme Éphèse et Milet, se soumirent rapidement. Cyrus évita d'imposer sa religion ou sa culture, permettant à chaque région de maintenir ses coutumes en échange de tribus et de loyauté. Ainsi naquit le modèle d'empire le plus efficace de l'Antiquité. Un empire basé sur la diversité contrôlée. Alors que l'Ouest était sécurisé, Cyrus tourna son regard vers l'Est. Ses armées avancèrent jusqu'en Bactriane et dans la région de l'Indus, soumettant des peuples nomades et établissant des garnisons permanentes. L'expansion perse transforma l'Asie centrale en un couloir d'échanges économiques et culturels. Mais l'événement le plus marquant de son règne était encore à venir, la conquête de Babylone. Phiraoundrathretionio avait un JC, Cyrus affronta le dernier grand pouvoir mésopotamien. Babylone, gouvernée par Nabonide, traversait une crise interne. Sa politique religieuse avait aliéné le clergé et le peuple. Les Babyloniens voyèrent en Cyrus non un ennemi, mais un libérateur. L'armée perse progressa le long du fleuve Euphrate et, selon les chroniques, détourna son cours pour franchir les murailles. La ville tomba sans grande bataille. Nabonide fut capturé et Cyrus entra triomphant à Babylone sous les acclamations. De cet événement naît l'un des documents les plus remarquables de l'histoire, le cylindre de Cyrus, une inscription en akkadien considérée par beaucoup comme la première déclaration des droits de l'homme. Dans celle-ci, le roi proclamait avoir permis aux peuples exilés de retourner sur leurs terres et de restaurer leurs temples. Parmi eux se trouvaient les Juifs, captifs depuis la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. Cyrus leur permit de revenir et de reconstruire leur temple, acquérant une réputation de justice qui perdura des siècles. Contrairement aux conquérants précédents, Cyrus n'imposa ni sa langue ni sa religion. Il gouverna comme un souverain respectueux des traditions de ses sujets, créant un système de pouvoir flexible mais solide. Son titre officiel était « Roi des 4 coins du monde », une formule héritée de la Mésopotamie mais chargée de nouveaux sens. Il ne se contentait pas de conquérir des terres, il unissait les peuples sous un ordre commun. Vers la fin de sa vie, Cyrus entreprit des campagnes dans le nord-est contre les tribus massagètes, un peuple nomade au-delà du Sirdaria. C'est là, selon les légendes, qu'il trouva la mort. Hérodote raconte qu'il tomba au combat contre la reine Tomiris, qui, après l'avoir vaincue, plongea sa tête dans un outre pleine de sang en vengeance de son fils mort. Bien que le récit relève davantage du mythe que de l'histoire, le tombeau de Cyrus à Pasargades, une structure simple en pierre blanche, sans ornement, reflète son caractère sobre et transcendant. Sous son règne, la Perse passa d'une confédération tribale à un empire couvrant 3 continents. Son héritage ne reposait pas sur la destruction, mais sur l'organisation et le respect de la diversité. À sa mort, vers 530 avant Jésus-Christ. J.C. Le monde antique avait changé pour toujours. Sur le plateau de Pasargade, où le vent souffle encore parmi les ruines, résonne l'écho de son épitaphe non écrit. « Ô homme, qui que tu sois et que tu viennes contempler ma tombe, sache que moi, Cyrus, ai fondé l'empire des Perses et ai gouverné toute l'humanité. » Le gouvernement de Darius Ier, organisation, pouvoir et expansion. Après la mort de Cyrus le Grand, le vaste empire qu'il avait créé avait besoin de plus qu'un héritier.
Il nécessitait un administrateur capable de maintenir sa structure, de la consolider et d'en assurer la continuité. Ce rôle fut joué par Darius Ier, connu sous le nom de Darius le Grand, qui transforma l'œuvre de Cyrus en un système politique, économique et militaire si efficace qu'il servirait de modèle pour les empires ultérieurs pendant des siècles. L'ascension de Darius ne fut pas pacifique. Après la mort de Cambyse II, fils de Cyrus, la Perse traversa une crise de légitimité. Cambyse, qui avait conquis l'Égypte, mourut lors de son retour à l'Empire et un homme se faisant appeler Smerdis, probablement un imposteur selon les sources officielles, usurpa le trône. Darius, alors jeune noble et commandant de la garde royale, se révolta avec 6 nobles perses, renversa l'usurpateur et se proclama roi en 522 avant notre ère. J.C. Cet épisode, immortalisé dans l'inscription de Behistun, fut plus qu'un coup d'État. Il représenta le début d'une nouvelle ère administrative et la consolidation du pouvoir absolu du monarque perse. L'inscription de Behistun, gravée dans un rocher monumental au sommet d'une montagne, fut écrite en 3 langues, vieux perse, élamite et akkadien, et narre comment Darius rétablit l'ordre après avoir réprimé des rébellions dans presque toutes les provinces de l'Empire. C'est l'un des documents les plus importants du monde antique, comparable à la pierre de Rosette, et il servit de clé pour déchiffrer l'écriture cunéiforme des siècles plus tard. Dans cette inscription, Darius se présente comme élu par Ahura Mazda, le dieu de la lumière et de la vérité, et décrit ses ennemis comme menteurs et traîtres. Par ce récit, il légitime son règne et associe son autorité à la divinité, cimentant le caractère sacré de la monarchie perse. Une fois le trône consolidé, Darius réorganisa l'empire avec une précision presque mathématique. Il divise les territoires en satrapies ou provinces administratives, chacune gouvernée par un satrape, généralement un noble perse ou mède, responsable de la collecte des impôts, du maintien de l'ordre et de la supervision de la justice locale. Bien que ces gouverneurs jouissent d'une certaine autonomie, Darius créa un système de contrôle centralisé pour éviter les abus. Les yeux et oreilles du roi, un réseau d'inspecteurs impériaux parcourant les provinces, rapportant directement au monarque et garantissant la loyauté de ses fonctionnaires. Cette structure permit d'administrer efficacement un empire s'étendant de l'Indus au Nil, englobant l'Égypte, la Mésopotamie, l'Asie mineure, le Caucase et une partie des Balkans. Aucun royaume antérieur n'avait atteint une telle extension ni une telle diversité. À son apogée, l'Empire perse contrôlait environ 8 millions de kilomètres carrés et près de 40% de la population mondiale de l'époque. Darius réforma également l'économie. Il introduisit une monnaie commune, le darik, une pièce d'or de grande pureté devenue symbole de stabilité et de prospérité. Grâce à elle, le commerce prospéra dans tout le territoire. Il établit des tarifs, poids et mesures uniformes et développa un réseau de routes impériales reliant les principales villes. La plus célèbre fut la route royale reliant Suse à Sardes sur plus de 2500 km. Des messagers à cheval, se relayant tous les quelques kilomètres, pouvaient la parcourir en à peine une semaine. Hérodote écrivit, admiratif, « Rien au monde ne voyage plus vite que les courriers du roi ». Le contrôle politique de Darius reposait également sur une puissante bureaucratie. Dans ses palais de Suse et de Persépolis travaillaient des scribes, traducteurs, comptables et émissaires venus de toutes les régions de l'Empire. Les langues officielles telles que le perse, l'élamite, l'araméen et l'akkadien coexistaient dans les documents d'État, ce qui reflète le caractère inclusif et multiculturel du gouvernement achéménide. Ce système permit une administration efficace, mais renforça également l'idée d'un ordre universel sous l'autorité du roi des rois. La politique religieuse de Darius poursuivit l'héritage de Cyrus. Bien qu'il vénérât Ahura Mazda, il montra de la tolérance envers tous les cultes. Les temples égyptiens furent restaurés, les prêtres babyloniens protégés, et les peuples soumis purent conserver leurs divinités et coutumes. Le zoroastrisme, cependant, commença à jouer un rôle plus défini dans l'appareil d'État, promouvant les valeurs de vérité, de justice et d'obéissance au monarque comme reflet de l'harmonie divine. Dans le domaine militaire, Darius élargit et professionnalisa l'armée impériale. Il créa des corps permanents d'infanterie et de cavalerie, intégrant des contingents de toutes les régions. Parmi eux se distinguaient les Immortels, une garde d'élite de 10 000 hommes dont le nombre restait constant. Chaque fois qu'un mourait ou était blessé, un autre le remplaçait immédiatement.
Leur armement, discipline et apparence impeccable devinrent l'emblème du pouvoir perse. L'ambition de Darius le conduisit au-delà de la consolidation. Il entreprit de grandes campagnes pour étendre les frontières. Il conquit la Thrace et la Macédoine, étendant l'influence perse jusqu'aux confins de l'Europe. À l'est, il soumit des régions de l'Inde et de l'Asie centrale. Et à l'ouest, il renforça le contrôle sur l'Asie mineure. Cependant, ces tentatives de dominer la Grèce marqueraient le début d'un conflit qui transcenderait le militaire pour devenir un affrontement de civilisation. Firoundranitionio avait JC, les cités ioniennes d'Asie mineure, influencées par Athènes, se révoltèrent contre la domination perse. La révolte ionienne fut écrasée, mais éveilla en Darius le désir de punir les Grecs. Firoundranitio avait JC, il lança la première invasion perse de la Grèce. Sa flotte débarqua sur la plaine de Marathon, au nord-est d'Athènes. Là, les hoplites athéniens, dirigés par Miltiade, affrontèrent l'armée perse lors d'une bataille décisive. Contre toute attente, les Grecs l'emportèrent. La défaite n'affaiblit pas l'empire, mais blessa la fierté du roi des rois. Darius jura vengeance, mais la mort le rattrapa avant qu'il ne puisse tenir sa promesse. Son règne laissa néanmoins un héritage monumental. Sous son autorité, l'empire perse atteignit son plus haut niveau d'organisation, de stabilité et de splendeur. Il fut l'architecte du modèle impérial qui inspirerait les Séleucides, les Parthes, les Sassanides et même les Romains. À sa mort en 486 avant Jésus-Christ, JC, le trône passa à son fils Xerxès Ier, héritier d'un empire vaste, efficace et fier, mais aussi d'une ambition inachevée, la conquête de la Grèce. Dans les collines de Persépolis, parmi les reliefs qui montrent encore le roi tenant l'arc et la lance, la figure de Darius continue de représenter l'idéal perse d'ordre et de pouvoir, le point culminant d'une civilisation qui croyait refléter sur terre la perfection du cosmos. La religion de l'Empire, Zoroastre et le zoroastrisme. Au centre spirituel de l'Empire perse s'élevait une foi qui non seulement façonna son identité, mais aussi sa notion de justice, de pouvoir et de moralité, le zoroastrisme. Plus qu'une religion, ce fut une vision du monde qui imprégna la politique et la vie quotidienne de millions de sujets, donnant une cohérence idéologique à un territoire aussi vaste et divers que celui gouverné par les Achéménides. L'origine du zoroastrisme remonte à plusieurs siècles avant Cyrus et Darius, à un moment indéterminé entre les années 1200 et 1000 avant Jésus-Christ. JC, lorsqu'un prophète nommé Zarathustra ou Zoroastre, selon la tradition grecque, commença à prêcher une nouvelle forme de foi dans les plaines du nord-est de l'Iran. Ses enseignements, rassemblés dans les Gathas, partie centrale de l'Avesta, proposaient un changement radical par rapport aux religions polythéistes de son époque. Au lieu d'un panthéon chaotique de dieux, Zoroastre proclama l'existence d'un seul principe suprême, Ahura Mazda, le Seigneur sage, créateur de tout ce qui est bon, vrai et juste. Le monde, selon sa doctrine, était un champ de bataille entre deux forces éternelles et opposées, la vérité ou Asha et le mensonge ou Drouj. Ahura Mazda représentait la lumière, l'ordre et la justice, tandis qu'Ahriman ou Angra Mainyu incarnait l'obscurité, la corruption et la tromperie. Cette dualité n'était pas un équilibre, mais une guerre morale à laquelle chaque être humain devait participer par ses pensées, paroles et actions. Faire le bien, dire la vérité et maintenir la pureté n'étaient pas des actes religieux isolés, mais des devoirs cosmiques. Zoroastre enseigna que le libre arbitre était le plus grand don de l'homme et que chaque individu avait la responsabilité de choisir le bien et de contribuer au triomphe final d'Ahura Mazda. Cette idée, celle d'un univers régi par des lois morales universelles, deviendrait l'un des piliers philosophiques de la pensée perse et, plus tard, influencerait profondément le judaïsme, le christianisme et l'islam. La notion de jugement dernier, du ciel et de l'enfer et du Messie rédempteur a ses racines, en grande partie, dans les anciennes visions zoroastriennes. Pendant le règne de Cyrus le Grand, le zoroastrisme n'était pas encore une religion d'État formellement organisée, mais son esprit imprégnait les décisions politiques. La tolérance religieuse, la compassion envers les peuples conquis et l'idée de gouverner avec justice étaient des reflets de l'éthique zoroastrienne. Cyrus n'imposait pas sa foi, mais gouvernait selon ses principes, le respect de la vérité, la protection des faibles et le rejet de la tyrannie. Avec Darius Ier, la relation entre religion et pouvoir devint plus explicite.
Dans l'inscription de Behistun, Darius invoque constamment Ahura Mazda comme source de sa légitimité. Par la grâce d'Ahura Mazda, je suis roi. Ahura Mazda m'a accordé ce royaume. Cette phrase n'était pas seulement une formule dévotionnelle, mais une déclaration politique. L'autorité du roi émanait de l'ordre cosmique, et gouverner en harmonie avec la vérité divine était son devoir sacré. Mentir ou se révolter contre le roi équivalait donc à défier l'ordre universel. Le zoroastrisme n'était pas une religion du temple ni du sacrifice sanglant. Son centre spirituel était le feu sacré, symbole de pureté et de sagesse divine. Les temples zoroastriens, appelés Atashkadé, étaient des lieux où le feu était maintenu allumé en permanence, entretenu par des prêtres qui récitaient des prières en avestique et accomplissaient des rites de purification. Les éléments naturels, c'est-à-dire le feu, l'eau, la terre et l'air, étaient considérés comme sacrés, et les contaminer constituait une offense grave. Même les rituels funéraires reflétèrent ce respect. Les corps n'étaient ni enterrés ni brûlés, mais déposés dans des tours du silence ou dakmas, où ils étaient exposés au soleil et aux oiseaux, évitant ainsi de profaner les éléments. La morale zoroastrienne était basée sur une triade simple mais profonde: bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Cette formule résumait tout le devoir de l'homme envers le cosmos. Il n'existait pas de sacerdoce tyrannique ni de hiérarchie fermée. L'accent était mis sur la conduite éthique personnelle. Chaque citoyen, chaque soldat, chaque juge et chaque roi devaient refléter cette harmonie intérieure. Ainsi, l'administration perse, même dans son pragmatisme, tendait à la justice, à l'efficacité et au respect de la diversité. Le concept d'achat, la vérité et l'ordre universel fut également un outil politique. Dans un empire englobant des peuples aux langues, dieux et coutumes différents, la notion d'un ordre moral unique, soutenu par le roi en tant que représentant de la vérité divine, offrait la cohésion. Le zoroastrisme ne cherchait pas à éliminer les cultes locaux, mais à les harmoniser sous un cadre supérieur, la lutte universelle entre le bien et le mal. L'architecture impériale perse reflétait ces principes. Dans les reliefs de Persépolis, par exemple, les peuples de l'Empire sont représentés avec dignité, apportant des offrandes au roi, non pas comme des esclaves, mais comme des participants du même ordre cosmique. Le monarque ne se présente pas comme un dieu, mais comme son plus haut serviteur. Cette idée de royauté sacrée et éthique serait la base de la stabilité de l'Empire pendant des générations. Pendant le règne de Xerxès Ier, la foi zoroastrienne se développa encore davantage, bien qu'elle commença aussi à montrer des tensions avec d'autres cultes. Les prêtres mages, gardiens du feu sacré et des rituels, acquérirent une influence considérable et le zoroastrisme commença à s'institutionnaliser, se séparant de son esprit originel de pureté individuelle. Cependant, son pouvoir symbolique restait intact. C'était la lumière contre les ténèbres, la justice contre le mensonge, l'ordre contre le chaos. Les guerres médiques, le choc avec la Grèce. Le affrontement entre la Perse et la Grèce fut plus qu'une série de batailles. Ce fut la rencontre de deux conceptions du monde. D'un côté, l'ordre universel du roi des rois, incarné par Darius Ier, symbole de la civilisation, de l'autorité divine et de l'expansion du plus vaste empire jamais existé jusqu'alors. De l'autre, un ensemble de petites cités-États indépendantes, fières de leur liberté et de leur identité civique, prêtes à résister contre ce qu'elles considéraient comme une tyrannie étrangère. Ce choc, que l'histoire connaîtrait sous le nom de guerre médique, commencerait sur les côtes de la mer Égée par un incendie qui embraserait toute la Méditerranée. Firoundranitionio avait J.C., les villes grecques d'Ionie, situées sur la côte occidentale de l'Asie mineure et soumises au pouvoir perse depuis les conquêtes de Cyrus, se révoltèrent contre leurs satrapes. Elles étaient prospères, cultivées et profondément influencées par la démocratie athénienne et considéraient comme intolérable l'imposition de gouverneurs venus de Suse. La révolte, menée par Aristagoras de Milet, commença par une audacieuse offensive. Les Grecs ioniens, soutenus par Athènes et Érétrie, attaquèrent et incendièrent Sardes, l'une des capitales administratives de l'Empire. Bien que la ville fût rapidement reprise par les Perses, ce geste avait une portée symbolique immense. Lorsque Darius reçut la nouvelle, selon Hérodote, il prit un arc, tira une flèche vers le ciel et jura de se venger des Athéniens. Il ordonna à un serviteur de lui répéter 3 fois à l'oreille à chaque repas
« Seigneur, souviens-toi des Athéniens. » La révolte ionienne fut écrasée en 494 avant Jésus-Christ. J.C. après la sanglante bataille navale de Lade où la flotte perse détruisit la résistance grecque. Milet fut pillé, sa population déportée et ses temples détruits. Mais le châtiment ne calma pas la colère de Darius. Le véritable objectif serait Athènes, la ville qui avait allumé l'étincelle. Fira undra jugodva avengitse, Darius envoya une première expédition sous le commandement de Mardonios, son gendre. La flotte traversa la Thrace et la Macédoine, soumettant les régions sans grande résistance, mais une tempête sur le mont Athos détruisit une grande partie des navires et obligea à la retraite. 2 ans plus tard, le monarque organisa une nouvelle campagne. Avant d'entamer l'invasion, il exigea des villes grecques terre et eau, symbole de soumission. Beaucoup acceptèrent, mais Athènes et Sparte répondirent en exécutant les émissaires perses, les jetant dans des puits et leur disant qu'ils pouvaient y trouver la terre et l'eau qu'ils cherchaient. Ce geste marqua le point de non-retour, à l'été de 490 avant Jésus-Christ. J.C., une puissante flotte perse, dirigée par Datis et Artapherne, traversa la mer Égée et débarqua dans la plaine de Marathon, à environ 40 km d'Athènes. L'armée perse comptait des dizaines de milliers d'hommes, archers, cavaliers et troupes d'infanterie légère provenant de tout l'Empire. Face à eux, à peine 10 000 hoplites athéniens et un petit contingent de Platées, commandé par Miltiade, se préparèrent à défendre leurs terres. Pendant plusieurs jours, les 2 armées s'observèrent à distance. Les Perses espéraient diviser les Grecs par la diplomatie ou la peur, tandis que les Athéniens cherchaient le moment exact pour attaquer. Enfin, Miltiade ordonna l'avance. La charge hoplite, exécutée en formation serrée et à une vitesse inhabituelle, surprit les Perses. Leurs lignes se brisèrent devant la poussée des boucliers et des lances grecques. En quelques heures, la bataille était décidée. L'armée perse fut vaincue et ses survivants s'enfuirent vers les navires. Selon les chroniques, environ 6 400 Perses moururent contre seulement 192 Athéniens. La victoire de Marathon fut plus qu'un triomphe militaire, ce fut un coup moral porté au plus grand empire du monde. Athènes avait démontré qu'une ville libre pouvait affronter et vaincre une puissance universelle. La nouvelle se répandit dans toute la Grèce comme une révélation. Hérodote raconte qu'après la bataille, un messager nommé Philippides courut de Marathon jusqu'à Athènes, environ 40 km, pour annoncer la victoire et après avoir prononcé les mots « Nous avons vaincu », tomba mort d'épuisement. Cet épisode, légendaire ou non, symbolisait l'esprit grec, le dévouement total à la liberté et à la polie. Darius n'accepta pas le résultat. Il commença immédiatement à préparer une nouvelle invasion, cette fois beaucoup plus grande, avec pour objectif non seulement de punir mais de conquérir toute la Grèce. Mais avant de la concrétiser, une révolte en Égypte l'obligea à détourner ses forces. Le monarque mourut en 486 avant Jésus-Christ. J.C., laissant la tâche inachevée à son fils Xerxès Ier. L'écho de Marathon, cependant, transforma la perception du monde antique. Dans les cours de l'Empire, le nom d'Athènes commença à être prononcé avec respect et méfiance. En Grèce, la victoire renforça la confiance dans la liberté et dans le pouvoir du citoyen. Mais elle sema aussi une certitude, la Perse reviendrait. Et lorsqu'elle reviendrait, ce serait avec toute sa fureur, sous un nouveau roi qui jurerait d'effacer la Grèce de la carte. Le choc de Marathon ne clôtura pas une guerre, il l'inaugura. Dans les salles de Suse, Xerxès hérita du trône et de la promesse inachevée de son père. Lorsque Darius Ier mourut en 486 avant notre ère, J.C., le trône de l'Empire perse passa à son fils Xerxès Ier, un monarque au tempérament orgueilleux et à la vision démesurée. Il héritait du royaume le plus vaste et organisé du monde, mais aussi de l'orgueil blessé de son père après la défaite de Marathon. Dès son accession, Xerxès conçut l'idée d'une vengeance totale. Il ne suffisait pas de soumettre Athènes, il fallait effacer de la face de la terre l'insolence grecque. Ce qui suivit fut la plus grande expédition militaire que le monde antique ait connue. Une démonstration de pouvoir sans précédent, mais aussi le début du déclin du pouvoir perse. Pendant des années, Xerxès prépara l'invasion. Il ordonna de rassembler des troupes de tout l'Empire, Mèdes, Babyloniens, Égyptiens, Phéniciens, Lydiens, Scythes, Bactriens, Indiens et Perses.
On estime que son armée dépassait un demi-million d'hommes, bien que les Grecs, dans leur étonnement, parlèrent de plus de 2 millions. Sa flotte, composée de plus de 1000 navires, fut construite par les meilleurs charpentiers phéniciens et ioniens. Dans les montagnes d'Anatolie, les routes furent élargies pour permettre le passage de milliers de chars, de provisions et d'animaux de charge. Le premier affrontement eut lieu dans le passage étroit des Thermopyles, une gorge étroite entre la montagne et la mer que les Grecs choisirent pour freiner l'avancée ennemie. Là, à l'été 480 avant Jésus-Christ. J.C. Léonidas marcha avec 300 Spartiates et quelques milliers d'alliés déterminés à résister jusqu'au bout. Le récit de cette bataille changea la perspective de la stratégie militaire pour toujours, et il est encore aujourd'hui considéré comme l'une des résistances les plus courageuses jamais enregistrées par l'humanité. Et, bien qu'il ait été raconté 1000 fois, il est très intéressant de le vivre du point de vue perse. Depuis la vaste cour de Suse, où les murs brillaient de carreaux vernissés et où les scribes enregistraient les tribus du monde, l'ordre de Xerxès avait été clair. La Grèce devait se soumettre, ainsi que l'insolence de ces peuples qui avaient osé défier Darius, son père. Pour les Perses, la campagne contre la Grèce n'était pas une guerre de conquête, mais une restitution de l'ordre. Dans l'esprit du « roi des rois », l'univers devait refléter l'harmonie d'Ahura Mazda, et tout peuple rejetant son autorité représentait le chaos. Lorsque l'armée impériale partit de Sardes vers le nord, c'était plus qu'une force militaire, c'était une manifestation du cosmos. Des dizaines de nations marchèrent sous les étendards du lion et du soleil. Mèdes, Élamites, Égyptiens, Indiens, Babyloniens, Phéniciens, Scythes, Bactriens, Sogdiens et Perses. La variété des langues se mêlait au bruit des armures. Les chroniqueurs perses décrivirent cette marche comme une procession divine. Le propre Xerxès, couvert de sa tunique écarlate et de sa diadème d'or, observait depuis un char doré, entouré des immortels, sa garde personnelle. La traversée vers l'Europe fut un exploit d'ingénierie. 2 ponts de bateaux reliaient l'Asie au continent occidental sur l'Hellespont et une chaussée fraîchement taillée permettait d'avancer sans interruption. Lorsque les premières troupes traversèrent vers la Thrace, les héros perses proclamèrent que la terre et la mer appartenaient au roi. Telle était la vision perse du monde. L'ordre émanait de la cour, et tous les peuples du monde devaient en faire partie. Les Grecs, en revanche, étaient vus comme des peuples désobéissants, de petits royaumes sans discipline, incapables de comprendre le principe de l'unité universelle. Leur indépendance, pour les Perses, n'était pas une vertu, mais de l'arrogance. Cependant, Xerxès ne sous-estimait pas leur valeur. Il avait entendu les histoires de Marathon et connaissait l'obstination des Athéniens. C'est pourquoi il avançait avec patience, sachant que chaque ville conquise devait être intégrée, non détruite. L'armée avança à travers la Macédoine et la Thessalie sans rencontrer de résistance. Les villes envoyaient des tribus et offraient des provisions. Mais dans le passage étroit des Thermopyles, une gorge entre le mont Éthée et la mer, le roi reçut la nouvelle qu'un groupe de Grecs s'était retranché pour empêcher son passage. Ils n'étaient pas plus de quelques milliers, dirigés par un certain Léonidas, roi de Sparte. Les généraux mèdes conseillèrent d'attendre, de contourner les montagnes ou de chercher un autre chemin. Mais Xerxès, conscient du regard de tout l'Empire, décida de donner une leçon de force. Pendant 4 jours, il envoya des émissaires offrant la paix. Il promit richesse et gloire s'ils abandonnèrent le passage et se soumettaient. Léonidas répondit par une phrase que les interprètes perses mirent du temps à traduire « Viens et prends-la ». Cette insolence serait rappelée dans les chroniques impériales comme le moment où la compassion du roi s'épuisait. Le 5e jour, l'attaque commença. Xerxès ordonna aux troupes mèdes et cimériennes d'avancer. Les Grecs résistèrent. Leurs boucliers de bronze et leurs longues lances créaient un mur impénétrable. Les Perses, habitués aux combats en terrain ouvert, furent repoussés encore et encore. Depuis son trône portable, Xerxès observa avec surprise la discipline de ses hommes. Il envoya alors les immortels, les 10 000 guerriers d'élite de l'Empire, vêtus d'armures légères et portant arcs et lances courtes. Mais même eux ne parvinrent pas à briser la formation. L'étroitesse du passage annulait l'avantage numérique perse. Les Grecs combattaient côte à côte et chaque Perse tombé était remplacé par un autre à peine capable de bouger. La bataille dura 2 jours sous un soleil de plomb. Les eaux de la mer devinrent rouges.
Les scribes accompagnant l'armée enregistrèrent l'obstination des ennemis avec un mélange de respect et d'étonnement. Dans un rapport retrouvé des siècles plus tard, un scribe anonyme écrivit « Ils sont peu nombreux, mais combattent comme si leur mort avait un sens. » Xerxès comprit alors que la force seule ne suffisait pas. La sagesse perse avait toujours été celle de l'équilibre. Vaincre ne consistait pas à détruire, mais à surpasser l'ennemi par l'intelligence. Lorsqu'un paysan local nommé Éphialtès révéla aux Perses un sentier secret traversant les montagnes, le roi accepta son aide. Il envoya le général Hydarnès avec un contingent d'immortels pour encercler le passage. Ce n'était pas une trahison pour les Perses, mais l'accomplissement du destin. Le chaos devait être vaincu par l'ordre. À l'aube du troisième jour, les Grecs comprirent qu'ils étaient encerclés. Xerxès ordonna une dernière avancée. Léonidas, au lieu de se rendre, envoya la majorité de ses troupes en sécurité et resta avec ses 300 Spartiates, ainsi que les Thespiens et Thébains. La bataille finale fut brutale. Les Perses tirèrent une pluie de flèches si dense que, selon les chroniques grecques, elle obscurcit le soleil. Les hoplites combattirent jusqu'au dernier homme. Lorsque la position tomba, Xerxès ordonna de récupérer le corps de Léonidas et de l'enterrer avec honneur. Selon la coutume perse, les ennemis courageux méritèrent le respect. Pour les Grecs, les Thermopyles furent une défaite héroïque. Pour les Perses, une victoire nécessaire, mais coûteuse. Xerxès avait perdu des milliers d'hommes pour un passage qui, en termes militaires, avait peu de valeur stratégique. Mais du point de vue impérial, cette bataille avait une signification plus profonde. Elle montrait que même les peuples les plus rebelles pouvaient être brisés devant la volonté du roi. Après la victoire, Xerxès ordonna de nettoyer le passage et d'élever un tumulus pour ses morts. Les Grecs seraient punis pour leur obstination, mais aussi respectés pour leur courage. Les prisonniers furent traités avec clémence, et les corps des morts furent enterrés selon leurs coutumes. Le roi savait que le message devait être clair. La Perse ne se contentait pas de conquérir, elle civilisait aussi. L'armée avança vers le sud et Athènes fut abandonnée par ses habitants. Les Perses la mirent à feu, non par cruauté, mais comme un acte symbolique. La ville qui avait humilié Darius devait disparaître de la carte. Du sommet de l'acropole en flammes, Xerxès observa l'éclat du feu reflété sur la mer et pensa qu'enfin, l'ordre avait été rétabli. Mais les vents de la mer Égée, imprévisibles comme l'histoire elle-même, changerait bientôt. La défaite à Salamine, quelques mois plus tard, rendrait inutile ce sacrifice. Cependant, pour les Perses, la mémoire des Thermopyles n'était pas celle d'un échec étranger, mais celle d'une victoire amère et respectueuse dans laquelle ils comprirent l'obstination des peuples libres. Dans les inscriptions ultérieures, les rois rappelèrent cet épisode avec solennité. Là où les hommes se sont levés contre l'ordre, le feu a purifié la terre, disait une tablette de Suse. Pour la Perse, les Thermopyles n'étaient pas seulement une bataille, elles étaient l'affirmation de sa mission universelle, le rappel que même le courage ennemi pouvait faire partie de l'équilibre divin. Xerxès avança vers le sud. Athènes fut évacuée. Sa population se réfugia sur l'île de Salamine. Peu après, les troupes perses occupèrent la ville et y mirent le feu. L'acropole brûla, et la fumée s'éleva comme symbole de la domination impériale. Mais Thémistocle, le stratège athénien, préparait la réponse. Il savait que le seul espoir de la Grèce résidait dans la mer. Avec un message trompeur, il fit croire à Xerxès que les Grecs prévoyaient de fuir Salamine et le convainquit d'attaquer au plus vite. Le roi tomba dans le piège. En septembre 480 avant Jésus-Christ, J.C., la flotte perse entra dans le détroit entre Salamine et l'Attique. L'espace était si étroit que ces navires ne purent manœuvrer. Les trirèmes grecs, plus légers et agiles, les attaquèrent par vagues, coulant les navires ennemis un à un. Xerxès observa la bataille depuis une colline, impuissant, tandis que son armée navale s'effondrait sous ses yeux. La défaite à Salamine fut catastrophique. La flotte perse, colonne vertébrale de la campagne, fut anéantie. Sans son soutien naval, l'énorme armée terrestre devint intenable sur le territoire ennemi. Xerxès, craignant une contre-attaque, décida de se retirer vers l'Asie, laissant Mardonius avec une force d'occupation. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, J.C., les Grecs rassemblèrent leurs forces pour une offensive finale.
Sur la plaine de Platée, sous le commandement du Spartiate Pausanias, l'armée hellénique vainquit les Perses lors d'une bataille décisive. Presque simultanément, la flotte grecque détruisit les derniers restes de la flotte perse à Mycale, sur la côte de l'Asie mineure. Avec ces deux victoires, la Grèce n'avait pas seulement expulsé les envahisseurs, mais avait stoppé l'expansion du plus grand empire du monde. Pour la première fois de son histoire, la Perse fut obligée d'accepter des limites. Le mythe du pouvoir absolu se brisa devant la volonté de villes libres et divisées, mais unies par un but commun. Les conséquences des guerres médiques furent profondes. Sur le plan militaire, la Perse conserva sa grandeur, mais perdit son aura d'invincibilité. Son influence sur la mer Égée diminua, et de nombreuses cités ioniennes profitèrent de l'occasion pour renforcer leurs autonomies. En revanche, la Grèce émergea transformée. Athènes, héroïne de marathon et victorieuse à Salamine, devint le leader du monde hellénique et fonda la Ligue de Délos, un système d'alliance qui lui donnerait pouvoir et richesse. Pour la Perse, les guerres avec la Grèce marquèrent un tournant. Bien que Xerxès continuât à régner sur un territoire immense et encore puissant, son autorité morale fut compromise. Les années suivantes seraient marquées par des conspirations, des rébellions et un épuisement interne. Le rêve d'une expansion vers l'Occident s'évanouit pour toujours. La vie quotidienne dans l'Empire perse. Sous la surface des grandes conquêtes, au-delà des rois, des armées et des temples du feu, existait un autre empire perse, celui de la vie quotidienne. Un monde vibrant et complexe qui s'étendait des sables du Nil jusqu'aux montagnes de l'Hindou Kouch, habité par des dizaines de peuples, langues et traditions, unis sous le règne du roi des rois. La force de la Perse ne résidait pas seulement dans son armée ou dans son administration, mais dans la capacité surprenante d'intégrer des cultures si différentes sans effacer leur identité. Contrairement à d'autres empires anciens, la Perse n'imposait pas son mode de vie. Chaque région conservait sa religion, ses lois et ses coutumes, à condition de payer un tribut et de rester fidèle au monarque. Cette tolérance n'était pas de l'altruisme, mais une stratégie. Dans un territoire aussi vaste, l'homogénéité était impossible. La stabilité dépendait de la coopération et du respect des traditions locales. Ainsi, les Babyloniens continuaient de vénérer Marduk, les Égyptiens rendaient un culte à Amon et les Juifs reconstruisaient leur temple à Jérusalem. À la même cour impériale pouvaient coexister des prêtres zoroastriens, des astronomes babyloniens, des savants grecs et des artisans phéniciens. L'empire était structuré autour des satrapies, des provinces combinant autonomie administrative et contrôle central. Dans chacune d'elles, le satrape, c'est-à-dire le gouverneur désigné par le roi, résidait dans une capitale locale entourée de fonctionnaires, juges, collecteurs d'impôts et scribes. La bureaucratie était étendue et efficace. Dans les archives de Persépolis, on a trouvé des milliers de tablettes écrites en élamite et en akkadien, où étaient enregistrés depuis les paiements de grains et de vin jusqu'aux permis de voyage et aux compensations de travail. Rien n'échappait à l'œil de l'État. La langue administrative de l'Empire était l'araméen, une lingua franca qui facilitait la communication entre des régions si diverses. Cependant, le vieux perse restait la langue cérémonielle, réservée aux inscriptions royales et aux décrets les plus solennels. Les scribes jouaient un rôle essentiel, non seulement comme enregistreurs d'impôts, mais comme garants de l'ordre juridique. La vie économique de l'Empire était un réseau de routes commerciales reliant les extrémités du monde connu. Des caravanes chargées d'or égyptien, d'épices indiennes, de lapis-lazuli de Bactriane et d'ivoire nubien traversaient les routes impériales. Les ports phéniciens commerçaient avec la Méditerranée, tandis que les routes de l'Est connectaient les civilisations d'Asie centrale. La route royale, qui reliait Suse à Sardes, était l'artère de l'Empire. Messagers, marchands et soldats la parcouraient jour et nuit, garantissant que l'information et les produits circulent sans interruption. Les pièces d'or, connues sous le nom de darics, introduites par Darius Ier, facilitèrent le commerce et standardisaient les échanges. Dans les marchés de Babylone, Suse et Persépolis, des dizaines de langues étaient parlées, et les produits reflétaient la diversité de l'Empire. Tissus lydiens, bijoux bactriens, parfums égyptiens, blé mésopotamien et chevaux de Nisa. C'était une économie mondiale en miniature, soutenue par la stabilité que seul un gouvernement central fort pouvait garantir.
Les villes perses combinaient monumentalité et pragmatisme. À Suse, la capitale administrative, les palais étaient décorés de reliefs polychromes et de briques émaillées aux couleurs vives. À Persépolis, la capitale cérémonielle, les avenues s'ouvraient sur des escaliers flanqués de taureaux ailés et de colonnes immenses soutenant des toits en bois de cèdre. Cependant, la majorité de la population vivait dans des villages agricoles ou de petites villes entourées de champs d'orge, de vignobles et de vergers. L'agriculture, base de la richesse impériale, dépendait d'un système d'irrigation avancé. Les Perses construisirent des khanats, des canaux souterrains transportant l'eau des montagnes vers les terres arides. Ces ouvrages, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui, permirent de cultiver des régions auparavant désertiques. La société perse était organisée hiérarchiquement, mais avec un certain degré de mobilité. Au sommet se trouvait le roi, considéré comme le reflet de l'ordre cosmique. Autour de lui, la noblesse et les hauts fonctionnaires, beaucoup d'origine mède, contrôlaient l'administration. En dessous se trouvaient les soldats, paysans, artisans et commerçants. Les esclaves existaient, mais leurs conditions étaient différentes de celles d'autres civilisations. Ils pouvaient posséder des biens, se marier et même obtenir la liberté. L'armée était une institution fondamentale. Bien que le service militaire fût obligatoire pour les Perses et les Mèdes, les soldats provenaient de toutes les régions. Il y avait des lanciers scythes, des archers égyptiens, des cavaliers bactriens et des marins phéniciens. Chaque contingent apportait ses spécialités, reflétant la diversité de l'Empire. Lors des campagnes, la logistique perse était impressionnante. Chars de ravitaillement, cuisines mobiles et médecins accompagnaient les troupes, assurant leur survie lors de longues marches. Dans la vie privée, le zoroastrisme imprégnait la morale quotidienne. Les maisons étaient simples, orientées vers le soleil et construites en adobe ou en pierre selon la région. Dans les foyers nobles, le feu occupait une place centrale, symbole de pureté et de vie. Les mariages étaient des accords familiaux, et la polygamie, bien qu'acceptée parmi les classes supérieures, n'était pas universelle. Les Perses valorisèrent la franchise et la loyauté. Mentir était considéré comme l'une des pires fautes, une trahison à l'ordre d'Ahura Mazda. L'art perse combinait des influences. Les reliefs de Persépolis montrent une fusion entre le style mésopotamien et la délicatesse anatolienne. Les tapisseries et tissus étaient célèbres pour leur qualité et leur coloris. Les céramiques, décorées de motifs floraux et animaux, étaient exportées dans le monde entier. En orfèvrerie, les Perses atteignirent une maîtrise qui éblouissait même leurs ennemis. L'écriture cunéiforme, bien que officielle, cohabitait avec des systèmes plus simples utilisés par les marchands et les scribes locaux. Dans les cours, la musique et la poésie étaient des symboles de raffinement. Les musiciens accompagnaient les cérémonies, tandis que les poètes chantaient les exploits des rois et les valeurs de l'Empire. On croit que des récits oraux sur Cyrus et Darius ont inspiré des traditions ultérieures. La vie quotidienne dans l'Empire perse était une synthèse d'ordre et de diversité. Un paysan dans la vallée du Tigre, un marchand phénicien à Sidon ou un prêtre du feu à Ecbatana pouvaient vivre sous le même monarque, obéir aux mêmes lois et se sentir partie d'un même monde. Telle fut la véritable ingéniosité perse, construire l'unité sans détruire la différence. Tandis qu'en Occident, les Grecs célébraient leur victoire, en Orient, des millions de personnes continuaient de vivre sous la paix perse, la Pax Achaemenis. C'était un empire où les routes étaient sûres, les transactions justes et les temples respectés, où le feu continuait de brûler, symbole d'une civilisation qui, plus que conquérir, avait appris à organiser le monde. Persépolis, le cœur de la gloire perse. Au centre du plateau iranien, entre des montagnes arides et des plaines baignées de soleil, s'élève encore aujourd'hui le rêve pétrifié d'un empire, Persépolis. Plus qu'une ville, elle fut un manifeste de pouvoir, d'art et d'unité. Là, sur la terrasse monumentale érigée sur le roc, les rois achéménides célébraient la domination des peuples, la gloire d'Ahura Mazda et l'éternité de l'ordre perse. La fondation de Persépolis est attribuée à Darius Ier vers l'an 518 avant notre ère. JTC. Elle ne naquit pas comme une capitale politique ou militaire, mais comme un centre cérémoniel destiné à incarner l'idée de l'Empire.
Suse était le siège administratif, Ecbatane la résidence d'été et Babylone la ville du commerce, mais Persépolis devait être le cœur symbolique, le lieu où le roi des rois recevrait les tribus de toutes les nations et où les dieux seraient honorés sous l'éclat du feu sacré. Le site fut choisi avec précision. Situé sur un plateau élevé au pied du mont Ku-e-Ramat, la montagne de la miséricorde, il offrait une vue dominante sur la vallée du fleuve Pulvar. Darius ordonna de niveler le roc naturel et de construire une plateforme artificielle de plus de 450 mètres de long sur 300 de large, soutenue par des murs cyclopéens. Sur celle-ci s'élevèrent les palais, escaliers et colonnes qui impressionnent encore aujourd'hui le visiteur. La pierre calcaire locale, polie jusqu'à briller, donnait à l'ensemble un aspect de marbre lumineux reflétant le soleil du désert. L'entrée de la terrasse se faisait par un monumental escalier à 2 bras symétriques, si large qu'une procession de cavaliers pouvait l'emprunter sans difficulté. Chaque marche était basse et large, conçue pour que dignitaires et ambassadeurs puissent monter avec dignité. Au sommet se trouvait la porte des nations, ordonnée par Xerxès Ier, flanquée de colosses de taureaux ailés à têtes humaines, les lamassus, symbole de pouvoir et de protection. Dans son inscription, Xerxès déclarait que tous les peuples du monde étaient les bienvenus, à condition de respecter les lois du roi. Au-delà s'ouvrait l'Apadana, la grande salle du trône de Darius, soutenue par 72 colonnes de plus de 20 mètres de haut. Chacune était couronnée de chapiteaux doubles en forme de taureau, lion ou griffon, animaux représentant la force, la vigilance et l'harmonie cosmique. Les murs étaient décorés de reliefs d'une précision quasi mathématique. Des processions de peuples portant des offrandes aux souverains. Le détail de chaque figure était minutieux. Les Lydiens portèrent des coupes en or, les Égyptiens de l'ivoire et des tissus fins, les Indiens des chevaux et des pierres précieuses, les Babyloniens des récipients sculptés, les Mèdes des armes et vêtements cérémoniels. Ils n'étaient ni esclaves ni prisonniers. Tous avançaient en paix, avec dignité et respect, reflétant l'idéal perse d'un empire fondé sur la coopération et non sur l'humiliation. Le palais de Darius ou Takhara, situé près de l'Apadana, était plus intime et construit en pierre noire, avec des reliefs montrant le roi lors d'audience, combattant des bêtes mythologiques ou étant béni par Ahura Mazda. Les inscriptions gravées sur ces murs ne célébraient pas les conquêtes, mais les vertus. Darius le roi, roi des terres, fils d'Istaspe, perse, fils d'un perse, arien de lignée arienne. C'était une affirmation d'identité, une façon de dire que la noblesse perse ne reposait pas seulement sur le pouvoir, mais sur la pureté de l'ordre et de la vérité. L'ensemble architectural se complétait par le palais de Xerxès, le harem royal, les salles d'audience, les entrepôts de trésors et les quartiers de la garde. Tout était conçu selon un plan géométrique combinant monumentalité et sérénité. La décoration comprenait des briques émaillées de couleurs vives, des tapis, des tentures et des meubles en bois exotiques. Les plafonds étaient en cèdre du Liban et les portes étaient recouvertes de feuilles d'or et d'argent. Chaque printemps, lors de la fête de Nowruz, le Nouvel An perse, les représentants de toutes les provinces se rendaient à Persépolis. La ville devenait une scène majestueuse. Les délégations montaient les escaliers, les musiciens jouaient des mélodies solennelles, les prêtres allumaient le feu sacré et le roi, assis sur son trône, recevait les tribus des nations. Cette cérémonie n'était pas seulement politique, mais cosmique. Elle représentait le renouvellement de l'ordre du monde et la confirmation que le roi des rois était le gardien de l'équilibre entre lumière et obscurité. La vie quotidienne à Persépolis tournait autour de cette splendeur rituelle. Des milliers de travailleurs, artisans et scribes vivaient dans la ville ou dans ses environs. Les tablettes trouvées dans ses ruines, écrites en élamite, enregistrent le paiement des salaires, la distribution de nourriture et les routes de transport des matériaux. Hommes et femmes, libres et esclaves, recevaient tous des rations de grains, de vin et d'orge selon leur rang. Ces documents révèlent une organisation du travail surprenante, où même les femmes pouvaient occuper des postes administratifs ou recevoir des paiements pour superviser des ateliers. L'urbanisme de Persépolis reflétait une philosophie. Les bâtiments n'étaient pas orientés vers un temple ou une place centrale, mais vers le trône. Tout convergeait vers la figure du roi, représentant de la vérité divine. Autour de lui,
l'art, l'architecture et la religion se fusionnaient pour exprimer un message unique, l'éternité de l'ordre perse. Mais la splendeur de Persépolis n'était pas immune au temps ni à la guerre. 200 ans après sa fondation, en 330 avant Jésus-Christ, J.C., lorsqu'Alexandre le Grand conquit la Perse, la ville fut pillée et incendiée. Les flammes dévorèrent les palais et noircirent les bas-reliefs. On dit qu'Alexandre, ivre ou poussé par le désir de venger la destruction d'Athènes, ordonna l'incendie comme acte symbolique de domination. Les colonnes tombèrent, les trésors se dispersèrent et le feu transforma en ruine le cœur de l'Empire. Pourtant, Persépolis ne disparut jamais complètement. Ses murs restèrent, et pendant des siècles, les peuples de la région l'appelèrent Takht et Djamshid, le trône de Djamshid, en hommage au roi perse mythique qui, selon la légende, régna à l'époque d'or. Dans ces pierres silencieuses se conserve la mémoire d'un empire qui croyait en la beauté comme reflet du pouvoir, en l'harmonie comme signe de civilisation et au feu comme symbole d'éternité. Le réseau impérial, routes, postes et espions du roi. Si la force de l'empire perse résidait dans son armée et son administration, son âme se trouvait dans les routes. Aucun autre pouvoir ancien n'a compris avec autant de clarté que gouverner ne consistait pas seulement à dominer, mais à connecter. Des montagnes du Caucase aux sables de l'Égypte, de l'Indus à la mer Égée, un réseau de routes impériales tissait le cœur de l'empire comme un système nerveux gigantesque. Sur ces routes voyageaient soldats, tribus, messages, savoirs et secrets. Grâce à elles, Darius Ier pouvait faire appliquer sa volonté en quelques jours, même si son empire s'étendait sur des milliers de kilomètres. La colonne vertébrale de ce réseau était la route royale perse, construite et agrandie sous Darius Ier vers 500 avant notre ère. J.C., elle s'étendait sur plus de 2500 kilomètres, de Suse, la capitale administrative de l'Empire, à Sardes, sur la côte de la mer Égée. Tout au long du parcours, chaque tronçon était jalonné de stations de repos, relais, entrepôts et garnisons. Les messagers royaux, montés sur des chevaux sélectionnés et relevés tous les quelques kilomètres, pouvaient la parcourir en à peine une semaine, un exploit logistique extraordinaire pour l'Antiquité. Hérodote le résuma en une phrase immortelle : « Rien dans le monde ne voyage plus vite que les courriers du roi. » Le système de communication impériale reposait sur 3 principes : rapidité, sécurité et surveillance. Les messages officiels, écrits sur des tablettes d'argile ou des parchemins scellés, étaient transportés par une classe spéciale de messagers appelés Angarayons. Ces hommes jouissaient d'immunité et d'autorité sur tout le territoire. Ils pouvaient réquisitionner chevaux, nourriture ou logement où cela était nécessaire. Chaque station disposait d'écuries, de boxes, de puits et de gardes, le tout entretenu par l'État. Le long de la route, des colonnes de pierre indiquaient les distances et signalaient les passages de montagnes, tandis que les ponts et chaussées étaient pavés de pierres taillées pour résister au passage constant de caravanes et d'armées. Le système ne servait pas seulement à l'administration, mais aussi au commerce. Grâce aux routes impériales, les marchandises d'Inde et d'Asie centrale arrivaient dans les villes méditerranéennes et les produits manufacturés grecs ou phéniciens circulaient vers l'Est. Sur les marchés de Suse et Babylone, on pouvait trouver des bois du Liban, de l'ivoire africain, des parfums égyptiens et des soies orientales. Les routes commerciales étaient protégées par des garnisons qui maintenaient la sécurité et percevaient des tributs justes, favorisant une prospérité inconnue jusqu'alors. Cependant, au-delà du trafic commercial et administratif, les routes servaient un objectif politique crucial, l'information. Dans un empire si vaste, les rébellions, conspirations et intrigues étaient des menaces constantes. Pour les anticiper, les rois perses ont développé un réseau de renseignements sans précédent. Les Grecs l'appelaient « les yeux et les oreilles du roi ». Il s'agissait d'inspecteurs, d'agents secrets et d'envoyés spéciaux parcourant l'empire à l'improviste, évaluant la loyauté des satrapes, contrôlant l'administration locale et rapportant directement au monarque. Personne n'échappait à leur surveillance. Ces agents avaient le pouvoir d'inspecter les palais, de juger les plaintes et de destituer les fonctionnaires corrompus. Grâce à eux, Darius et ses successeurs maintenaient le contrôle d'un territoire trop vaste pour être gouverné de manière centralisée. Leur simple existence créait une atmosphère de discipline et d'obéissance.
Aucun satrape ne pouvait se sentir totalement en sécurité dans son pouvoir. L'espionnage ne se limitait pas à l'intérieur de l'Empire. Aux frontières, des émissaires perses s'infiltraient dans les royaumes voisins pour recueillir des informations politiques et militaires. Les Perses en savaient plus sur leurs ennemis que ceux-ci sur eux. À l'époque des guerres médiques, Darius lui-même avait envoyé des explorateurs en Grèce pour étudier ses côtes, ses ports et ses ressources. Des siècles plus tard, ce même système de renseignement serait imité par les Romains et plus tard par les empires islamiques. Le soin des routes était une affaire d'État. Chaque année, des inspecteurs en vérifiaient l'état et organisaient des réparations. Dans les régions montagneuses, les ingénieurs perses construisaient des tunnels, des ponts suspendus et des passages taillés dans la roche. Dans les zones désertiques, ils creusaient des puits et des canaux pour assurer l'approvisionnement en eau. Les voyageurs pouvaient parcourir de longues distances avec un confort relatif, chose inédite dans l'Antiquité. La sécurité des routes favorisait les échanges culturels. Philosophes grecs, savants babyloniens, médecins égyptiens et astronomes indiens voyageaient vers les cours perses, apportant avec eux des connaissances qui se mêlaient et se répandaient. L'armée dépendait également de cette infrastructure. Les voies impériales permettaient le déplacement rapide des troupes et des provisions. Lorsqu'une rébellion éclatait en Égypte ou une invasion en Thrace, les messagers pouvaient en informer Suse en quelques jours, et une armée serait déjà en marche avant que les ennemis ne puissent se regrouper. La rapidité de réaction perse fut l'une des clés de son succès pour maintenir un empire aussi vaste pendant 2 siècles. Les routes, cependant, étaient plus que de l'ingénierie. Elles étaient le symbole visible de l'unité impériale. Dans les inscriptions royales, Darius affirmait avoir construit les routes du roi pour que tous les peuples du monde puissent voyager sous la protection d'Ahura Mazda. Dans sa vision, l'ordre politique était le reflet de l'ordre cosmique. Les routes étaient les veines du corps du monde, et il en était le cœur. La décadence interne, corruption et rébellion. Pendant plus d'1 siècle, l'Empire perse avait semblé indestructible. Depuis l'époque de Cyrus jusqu'au triomphe de Darius et Xerxès, ses frontières s'étaient étendues comme un manteau sur le monde connu. Cependant, le même ordre qui l'avait rendu puissant commença lentement à se transformer en un poids insupportable. La machinerie impériale, autrefois symbole d'efficacité et d'harmonie, devint rigide, corrompue et lente. Dans l'ombre des grandes satrapies, la splendeur s'effritait, et l'écho des anciennes victoires s'éteignait au milieu d'intrigues, de rébellions et de décadence. Le processus de déclin commença après les défaites en Grèce. Bien que Xerxès revint avec son armée intacte, l'aura d'invincibilité perse avait disparu. Les immenses richesses accumulées pendant les conquêtes commencèrent à se diluer dans le luxe de la cour et la bureaucratie. À Suse et Persépolis, les palais brillaient plus que jamais, mais leurs fondations étaient fragiles. Les fêtes et cérémonies se multipliaient. Les bijoux et banquets remplacèrent l'esprit de discipline des premiers rois. Le zoroastrisme, qui avait donné à l'Empire son sens moral et son équilibre, se réduisit à une série de rituels vides. Les satrapes, autrefois serviteurs loyaux du monarque, commencèrent à se comporter comme des rois dans leur propre province. Les distances énormes entre le centre et les frontières rendaient un contrôle direct impossible. En Égypte, en Lydie, à Babylone et en Bactriane, les gouverneurs accumulaient pouvoir militaire et trésors personnels. Les routes impériales fonctionnaient toujours, mais les rapports parvenant à la cour étaient de plus en plus manipulés. Les yeux et oreilles du roi, inspecteurs redoutés à l'époque de Darius, étaient désormais soudoyés ou ignorés. Au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Artaxerxès Ier, l'Empire affronta sa première grande crise d'autorité. L'Égypte, traditionnellement difficile à dominer, se révolta avec le soutien de mercenaires grecs. Bien que la révolte fût réprimée, le coût fut énorme. La Perse dut accepter la perte temporaire du contrôle sur le delta du Nil et augmenter les tribus dans d'autres provinces pour financer les campagnes. Les peuples soumis, conscients de la faiblesse du centre, commencèrent à tester les limites de leur obéissance. Simultanément, la corruption pénétrait les couches les plus élevées du gouvernement. Les postes administratifs s'achetaient et la collecte des impôts se transforma en système d'extorsion. Les paysans étaient forcés de payer des tributs disproportionnés, tandis que les nobles s'enrichissaient.
Les tablettes trouvées à Babylone montrent la détérioration du système de distribution alimentaire et la pénurie croissante dans les zones rurales. Dans certaines régions, les sujets préféraient fuir vers les montagnes ou le désert plutôt que de servir les collecteurs du roi. L'armée, autrefois la force la plus disciplinée du monde antique, commença à se fragmenter. Les soldats perses étaient remplacés par des contingents de mercenaires étrangers, principalement grecs, engagés pour leur expérience. Ces guerriers, fidèles uniquement à l'or, représentaient une menace aussi grande que les ennemis extérieurs. Le coût de maintien d'armée si étendu devint insoutenable. Les caisses impériales se vidaient et les guerres étaient financées par des augmentations de tribut ou des dévaluations du daric. Pendant ce temps, l'esprit d'unité qui avait caractérisé les premiers rois s'estompa. Les mariages dynastiques se multiplièrent et les luttes internes pour la succession devinrent courantes. Après la mort de Xerxès, une série de conspirations ensanglanta la cour. Pharaon Sextiophem avenue. J.C. Xerxès lui-même fut assassiné dans sa chambre par le commandant de sa garde, Artaban, qui tenta d'usurper le trône avant d'être exécuté. Son fils Artaxerxès Ier hérita d'un trône affaibli par la méfiance et l'intrigue. Pendant les règnes d'Artaxerxès Ier, Darius II et Artaxerxès II, l'empire se maintint debout, mais sans vigueur. La Perse restait riche et puissante, mais sa grandeur était apparente. L'économie se soutenait grâce à l'exploitation et au commerce, tandis que les conflits avec les Grecs se poursuivaient, désormais sur le terrain diplomatique. Les satrapes d'Asie mineure commencèrent à conspirer avec Sparte ou Athènes selon leurs propres intérêts. Les guerres du Péloponnèse, au 5e siècle avant Jésus-Christ. J.C. furent partiellement financés par de l'or perse, distribué par des satrapes agissant comme des rois indépendants. Le mécontentement grandissait également parmi les minorités de l'Empire. À Babylone, la noblesse locale rêvait de retrouver son ancienne indépendance. En Égypte, les prêtres résistaient au contrôle perse. Au nord, les peuples scythes menaçaient les frontières. Chaque rébellion nécessitait une armée, et chaque armée coûtait plus d'or que l'Empire ne pouvait en rassembler. La stabilité, qui avait été l'essence de l'ordre perse, se transforma en une illusion maintenue par la force. Culturellement, la Perse continuait de briller. Les arts, la littérature et l'architecture atteignirent des raffinements extraordinaires. Mais cette magnificence était aussi un symptôme de décadence. Les rois construisaient temples et palais plus par ostentation que par foi. La splendeur de Persépolis contrastait avec la pauvreté des campagnes et la misère des régions les plus reculées. Le même empire qui avait unifié le monde sous l'idée de justice se maintenait maintenant sur l'inégalité, vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. J.C., sous le règne de Darius III, l'Empire conservait sa taille, mais non sa cohésion. Les routes impériales restaient ouvertes, mais les caravanes voyageaient avec prudence. Les satrapies envoyaient encore des tribus, mais en retard. Les messages mettaient plus de temps à arriver, et les rapports devenaient incertains. La machine administrative fonctionnait, mais sans âme. La Perse était devenue une ombre d'elle-même. Aux frontières de l'Ouest, un nouveau pouvoir émergeait silencieusement, la Macédoine. Sous le commandement d'un jeune roi nommé Alexandre, le monde grec commençait à regarder à nouveau vers l'Orient, non pas avec peur, mais avec ambition. Dans les palais de Suse, les conseillers avertissaient du danger, mais l'Empire n'avait plus l'énergie pour répondre. Les mêmes routes qui avaient porté les messages de Darius et les armées de Xerxès seraient bientôt parcourues par un nouveau conquérant. Lorsque les premières nouvelles de son avance arrivèrent depuis les frontières, peu crurent qu'un royaume si vaste puisse tomber. Mais la corruption, les rébellions et l'arrogance avaient fait leur travail en silence. La Perse semblait encore forte, mais sa grandeur était creuse. Et sur les routes qui avaient autrefois uni le monde, la rumeur du changement approchait déjà. L'invasion d'Alexandre le Grand, la fin de l'Empire achéménide. En l'an 334 avant Jésus-Christ, J.C., un jeune roi âgé de seulement 22 ans, traversa l'Hellespont avec une armée de 30 000 hommes et une ambition qui changerait l'histoire. Son nom était Alexandre de Macédoine. Cette traversée marqua le début d'une campagne qui mettrait fin au plus grand empire du monde antique, celui des Achéménides. La Perse,
vieilli, rongé par la corruption et divisé par l'ambition de ses satrapes, ferait face pour la dernière fois aux défis de l'Occident. Le trône perse était alors occupé par Darius III, un homme qui avait hérité d'un empire, non d'un pouvoir. Bien que courageux, il manquait du génie politique de Cyrus ou du talent organisationnel de Darius Ier. Les satrapies agissaient de manière indépendante, les armées étaient commandées par des nobles plus intéressés par leur prestige que par la victoire, et les frontières étaient maintenues par inertie plutôt que par conviction. Dans ce contexte arriva Alexandre, avec la détermination de venger les invasions de Xerxès et de réaliser un rêve plus grand, unir l'Orient et l'Occident sous un seul commandement. La première confrontation eut lieu dans la plaine du fleuve Granique, en Asie mineure. Les satrapes locaux rassemblèrent une force nombreuse pour arrêter l'envahisseur, comptant sur la supériorité numérique et sur la tradition de leurs cavaliers perses. Alexandre, à la tête de sa cavalerie, traversa le fleuve sous le feu des archers ennemis et rompit les lignes perses dans une manœuvre audacieuse. La victoire fut rapide et dévastatrice. Sardes, l'ancienne capitale de Lydie, tomba sans résistance et les cités grecques d'Asie mineure se libérèrent du contrôle perse. En l'an 333 avant Jésus-Christ, J.C. Darius le IIIe décida d'affronter personnellement le Macédonien. Il rassembla une armée immense, renforcée par des chars de guerre et des mercenaires grecs, et la déploya dans les plaines d'Issos, dans le sud de l'Anatolie. La bataille fut un chaos de poussière et de sang. Darius, positionné au centre, espérait écraser Alexandre par la force brute. Mais le jeune général attaqua directement le point où se trouvait le roi. Au milieu du combat, les lignes perses cédèrent. Darius s'enfuit du champ de bataille, laissant derrière lui son char, sa famille et son prestige. Cette fuite marqua le début de la fin. Les villes phéniciennes, privées du soutien impérial, se rendirent une à une. Seul Tyr résista pendant 7 mois avant d'être détruite. L'Égypte, fatiguée de la domination perse, accueillit Alexandre comme libérateur. À Memphis, il fut couronné pharaon et proclamé fils d'Amon-Ré. Là, il fonda Alexandrie, la ville qui symboliserait la fusion des cultures qu'il rêvait d'unir. Pendant ce temps, Darius essayait de réorganiser ses forces. Tredj undre de Og et Noctredive avenue. J.C., il rassembla une nouvelle armée à Gogamel, près d'Arbel, au nord de Babylone. C'était la dernière tentative de la Perse pour arrêter l'envahisseur. Les chroniques parlent de plus de 200 000 hommes, accompagnés d'éléphants et de chars à faux. Alexandre disposait de moins de 50 000 hommes, mais sa discipline et sa stratégie étaient supérieures. Lorsque la bataille commença, Darius ordonna l'avancée, espérant envelopper les Macédoniens. Alexandre, avec une manœuvre enveloppante parfaite, attaqua le flanc droit et ouvrit une brèche directe vers le centre. Une fois de plus, le roi perse s'enfuit. Les conséquences furent immédiates. Babylone se rendit sans combat, suivi par Suse, où Alexandre s'empara des trésors accumulés pendant des siècles. À Persépolis, la capitale cérémoniale de l'Empire, il fut reçu comme conquérant. Lors d'un banquet, selon les chroniqueurs, une courtisane grecque l'incita à venger la destruction d'Athènes par Xerxès. Alexandre, ivre et exalté, ordonna d'incendier la ville. Les flammes consumèrent les palais de Darius et les bas-reliefs des peuples soumis. Cette nuit-là brûla également le symbole de la gloire perse. Darius le IIIe fuit vers l'est, poursuivi par les généraux macédoniens. Il tenta de rassembler des forces dans les régions de Bactriane et de Sogdiane, mais fut trahi par l'un de ses propres satrapes, Bessos, qui le captura et le fit assassiner. Lorsqu'Alexandre trouva son corps, il le couvrit de son propre manteau et ordonna de lui donner une sépulture royale. Par ce geste, il voulut se présenter non comme un conquérant, mais comme le successeur légitime des rois perses. La chute de l'empire achéménide fut rapide, mais non fortuite. Les fondations étaient déjà pourries. La bureaucratie, autrefois modèle d'efficacité, était devenue un réseau d'intrigues, les satrapies, de petits royaumes autonomes, les routes impériales, des artères asséchées. La Perse avait perdu son âme bien avant de perdre son territoire. Alexandre ne détruisit pas un empire en pleine puissance. Il abattit simplement un colosse épuisé. Cependant, sa conquête ne mit pas fin à la civilisation perse, mais la transforma. Les administrateurs perses continuèrent à leur poste sous le nouveau régime. Les coutumes, les lois et les traditions survécurent,
se fusionnant avec la culture hellénistique. Alexandre adopta les vêtements et les coutumes perses, maria ses généraux à des femmes iraniennes et fonda des villes qui porteraient des noms grecs, mais des cœurs orientaux. Durant son bref règne, le jeune Macédonien porta l'héritage de la Perse jusqu'aux confins de l'Inde, reproduisant ses structures et sa vision universaliste. Les routes de l'Empire continuèrent à être parcourues par des marchands et des soldats, et les langues perses et araméennes continuèrent à dominer l'administration du monde oriental. Même après sa mort, les successeurs d'Alexandre, connus sous le nom de Séleucides, gouvernèrent depuis les anciennes villes perses, conservant une grande partie de l'appareil achéménide. Ainsi se termina l'ère des rois perses. Le feu sacré brûlait encore dans les temples du zoroastrisme, mais le trône des Achéménides avait disparu. Dans les ruines noircies de Persépolis, les colonnes qui soutenaient autrefois l'Apadana s'élevaient comme des spectres contre le ciel. Là, parmi les fragments de pierre et le silence des siècles, l'écho de Cyrus le Grand semblait encore murmurer « J'ai fondé l'empire des Perses et j'ai gouverné toute l'humanité. » Mais il n'y avait plus de Perses pour gouverner le monde, ni de rois pour parler aux dieux. Il ne restait que la mémoire d'une civilisation qui, pendant 200 ans, avait uni sous un même soleil des peuples, des langues et des croyances. Le monde qu'Alexandre hérita de la Perse serait différent, mais jamais nouveau. Car, bien que l'Empire fût tombé sous l'épée, son esprit survécut dans chaque ville, chaque route et chaque idée d'ordre que l'homme imagina depuis lors.